Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Le Floch. Alors, nous allons tout de suite commencer notre débat, notre conférence, avec la première intervention qui est avec Monsieur Dominique Ramard. Donc, vous êtes conseiller régional, vous êtes président de la commission environnement, vous êtes président du groupe Bretagne Écologie. De formation, vous êtes ingénieur agronome. Et vous avez été, alors je ne sais pas si vous êtes encore maire d'une petite commune, mais deuxième mandat donc. Alors, le but du jeu, on va essayer de faire 1 heure, 1 heure et demie d'intervention. J'ai demandé, puisque vous avez vu que nous avons beaucoup d'interlocuteurs, pas plus de 10 minutes. Et je vous prie de m'excuser par avance, assez peu diplomatique, c'est-à-dire je ferai respecter ces 10 minutes de telle façon qu'on puisse tous, intervenir, et 2, qu'on puisse avoir aussi un échange avec vous, d'autant que 2 étudiants, 2 de vos collègues ont préparé des questions et que je les ferai intervenir en cours de session. Donc, Monsieur Ramard, la loi sur la transition énergétique, donc la première lecture est passée à l'Assemblée nationale, elle passe maintenant au Sénat depuis le 14 octobre. Les auditions sont en train de se poursuivre et il y aura une lecture au Sénat, une lecture publique et une adoption au mois de février. Donc ça veut dire qu'on a 3-4 mois de discussion. Quel est votre regard en tant que conseiller régional de cette loi? Est-ce qu'elle vous donne plus de moyens, plus de possibilités, moins? Comment vous percevez ce nouvel instrument juridique qui devrait être adopté en 2015. Bonsoir à tous, merci de votre invitation. Merci pour ce débat aussi qui est effectivement en plein dans l'actualité par rapport au débat au Parlement donc sur la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Le terme de « pour la croissance verte » est très important aussi justement parce qu'on donne une perspective économique donc à cette question énergétique. Mais tout d'abord pour répondre très directement à votre question, du point de vue des régions, pas seulement du point de vue du Conseil régional de Bretagne, cette loi, elle vient valider des réalisations des régions et des territoires. Donc c'est pour ça qu'on en a plutôt une analyse positive, c'est qu'elle vient notamment valider des éléments qu'on a pu expérimenter donc, dans les régions. Je peux prendre 2 appels à projets par exemple que la région Bretagne avait pu lancer et qui de fait vont être généralisés par cette loi de transition énergétique pour la croissance verte. C'est par exemple l'appel à projets pour les territoires à énergie positive, pour la croissance verte également. En Bretagne, on a eu un appel à projet qu'on a appelé boucle énergétique locale. D'une certaine manière, il préfigure donc ce type de réalisation promue par la loi, à savoir on invite les territoires à réfléchir à leur capacité à maîtriser leur consommation énergétique, leur capacité à développer leur production d'énergie renouvelable et également à regarder comment un équilibre énergétique local peut se mettre en place, bien sûr pas forcément en autonomie ou encore pire en autarcie, mais plutôt comment une solidarité énergétique locale peut se mettre en place. Et donc on a aujourd'hui 11 territoires bretons qui se sont engagés donc dans cette dynamique qui peut leur amener à atteindre donc, un objectif de territoire énergie positive d'ici 10, 15 ans, en tout cas 2020 ou 2030 au plus tard. La deuxième action que la loi valide et qu'un grand nombre de régions ont déjà engagée depuis quelques années, c'est de mettre en place une information à l'attention du particulier sur les territoires, ce qu'on peut appeler le guichet unique, et notamment en ce qui concerne la rénovation énergétique du bâti. Et donc déjà, si je prends l'exemple breton, on a lancé donc cet appel à projet pour des plateformes de rénovation de l'habitat et on a eu 14 réponses en juin dernier. Et donc dès la fin de l'année, ou en tout cas dans le courant du premier semestre 2015, on pourrait avoir donc 2 à 5 territoires qui pourraient accueillir ces plateformes qui portent à la fois du conseil, de l'information à l'attention du particulier, mais également assure une forme d'ingénierie sur le plan donc, technique, quels bons travaux on peut donc, engager donc, dans son patrimoine au niveau de son habitat, et également comment on peut financer ces travaux de rénovation énergétique de façon à ce que ce levier, ce gisement d'économie d'énergie donc, de l'habitat puisse être mobilisé.
Donc la loi valide ces deux exemples qui montrent bien que par les territoires, aujourd'hui, une transition énergétique est engagée et la loi vient donc soutenir cette application donc, territoriale de la transition énergétique qui, pour moi, est forcément quelque chose d'important. On va parler tout à l'heure des niveaux peut-être français, européens, voire au niveau mondial. On se rend compte que pour qu'il y ait transition énergétique, il faut appropriation par le citoyen, par les acteurs locaux. Et donc cette loi de transition énergétique, pas pour la première fois, les lois Grenelle ont quand même aussi incité fortement donc, à cette prise en compte des enjeux locaux, mais cette loi vient vraiment soutenir une transition énergétique par les acteurs locaux et donc permet à ce que chacun puisse donc s'investir, s'engager dans la transition énergétique. Alors bien sûr, cette loi, elle donne aussi donc, des grands objectifs sur le plan de la maîtrise de l'énergie, du développement des énergies renouvelables et aussi, sujet important, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les chiffres, hein, vous les connaissez peut-être, mais c'est 40% donc, de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc c'est aussi un chiffre une ambition qui en fait est en rapport avec l'ambition européenne, rappelée par l'engagement donc autour de l'énergie et du climat donc des États membres il y a à peu près un mois. Sur l'énergie renouvelable, la France dit 32% d'énergie renouvelable en 2030 quand l'engagement européen serait de 27%. Donc sur cette ambition autour des énergies renouvelables, la loi française dit on va aller plus loin. Et puis, en ce qui concerne l'efficacité énergétique, une réduction de 30% des consommations d'énergie est annoncée, donc aussi bien au niveau européen qu'au niveau français. Donc, on voit aussi donc, l'engagement qui est celui de la France dans un cadre européen. Donc, ces engagements-là sont importants pour les territoires, pour les régions, parce qu'ils donnent un cadre, ils donnent une ambition. Bien sûr, après, au niveau donc, d'une région ou d'une communauté de communes, d'une commune, les questions sont plus complexes parce qu'on sent la difficulté qu'il peut y avoir à atteindre ces objectifs. Si je prends la question agricole, qui est une question très présente en Bretagne, quand on a 40% des gaz à effet de serre en Bretagne qui sont d'origine agricole, pour la plupart donc d'origine non énergétique, hein, c'est tout ce qui est dégagement de méthane, protoxyde d'azote et autres, donc des gaz qui sont liés soit donc aux pratiques d'élevage ou aux pratiques culturelles. Quand on a 40% donc de gaz à effet de serre à réduire au niveau donc de l'agriculture, c'est beaucoup plus compliqué que de diminuer sa consommation d'énergie fossile, même si ça peut être compliqué aussi. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué d'agir sur des systèmes d'élevage, des systèmes agricoles, que de modifier seulement son mode de chauffage ou la quantité de chauffage qu'on va mobiliser. Et donc, par rapport à ces enjeux locaux, on voit que c'est aussi donc, au moment où on se pose la question avec les acteurs, les agriculteurs en particulier, qu'il faut penser modification de pratique, donc modification de système, changement finalement de vision sur la place de l'énergie et sur la place aussi donc, des activités, notamment quand elles sont émettrices de gaz à effet de serre. Et d'une certaine manière, la loi mériterait peut-être d'aller plus loin sur l'accompagnement donc, de ces réalisations concrètes sur les territoires, parce que si je dois quand même sortir un point négatif de la loi, c'est que la question du financement aujourd'hui apparaît vraiment très peu, voire est quasi inexistante. Et il va falloir qu'on trouve les moyens de mobiliser donc, des financements soit existants. Aujourd'hui, sur les territoires, dans la pratique, c'est essentiellement des fonds de l'ADEME, l'Agence de maîtrise de l'énergie et de l'environnement, donc qui est une agence de l'État, et donc notamment dans une contractualisation avec les régions. Donc c'est au travers de ces financements qu'on arrive à engager un certain nombre d'actions qui permettent la transition. Mais clairement, ces financements sont insuffisants par rapport aux enjeux énergétiques. Si je reviens à la question du logement, on estime qu'il y a à peu près 700 000 logements à rénover en Bretagne. Donc la moitié donc, du parc de logements qui date d'avant les années 75, là où il n'y avait pas de réglementation thermique. Pour engager ces 700 000 rénovations, c'est à peu près entre 700 et 800 millions d'euros par an qu'il faudrait mobiliser. Et donc, on voit que c'est tout de suite énorme, alors que, par exemple, si je prends le budget énergie de la région, c'est 5,5 millions, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Voilà. Mais heureusement, l'Europe arrive,
Isabelle, Thomas, tout à l'heure pouvoir nous rappeler tout ça, parce que à partir de l'année prochaine, on aura donc au niveau de la région, on deviendra autorité de gestion des fonds européens, donc au niveau de chaque région, et donc notamment grâce au fonds de développement rural, régional, ces deux fonds FEADER vont pouvoir être mobilisés pour la transition énergétique. Et si je prends seulement le fonds FEDER, ce sont donc 110 millions d'euros qui vont être disponibles sur la période 2015-2020 pour aider la transition énergétique en Bretagne. Le choix qu'on fait, c'est d'en mettre à peu près la moitié sur tout ce qui va concerner la mobilité, un gros quart sur la partie production d'énergie renouvelable et notamment le développement des énergies marines en Bretagne, qui sont pour nous un vecteur de développement économique et un développement donc de la transition énergétique sur notre territoire. Et puis enfin, on a tout un volet qui va concerner le logement, notamment le logement social, puisque les ambitions donc de l'Europe sont à la fois des ambitions de transition énergétique, mais aussi de cohésion sociale. Et donc on va pouvoir profiter donc de ces fonds pour nous accompagner donc dans la transition énergétique en Bretagne. Bien sûr, on développe aussi toute une ingénierie autour donc de la façon dont les acteurs privés vont pouvoir donc intervenir dans le cadre de ces transitions énergétiques. Et donc là, c'est aussi quelques bouleversements dans le comportement des uns et des autres, le comportement donc en termes de mobilité, en termes de mode de chauffage, voire même donc en termes de consommation, parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'agriculture, l'alimentation aussi, par d'autres modes de consommation, on peut avoir un impact énergétique et climatique assez significatif. Mais au-delà de ces enjeux donc de changement de comportement, on se rend compte qu'on est aussi dans une évolution de la société qui va peut-être replacer l'énergie donc à sa juste place. Et c'est pour ça qu'aussi par rapport à ce qui peut se décider au niveau européen, où moi je sens tout de suite une logique de gestion d'un marché de l'énergie, on va développer des interconnexions, on va donc faciliter la mise en relation entre les consommateurs et les producteurs. Je pense qu'il va falloir aussi que l'Europe regarde du côté des territoires pour que la question énergétique soit aussi vue comme étant une question politique, au bon sens du terme, c'est-à-dire où on va avoir des choix de changement de mode de vie, des changements de société qu'il va falloir accompagner, et qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans un cadre européen autour de l'énergie et du climat, mais on n'est pas dans une politique énergétique ou climatique européenne qui est en lien avec ce que les territoires peuvent déjà donc expérimenter, voire donc réussir à atteindre aujourd'hui donc dans une forme de réalité vécue par les acteurs. Merci beaucoup, Monsieur Dominique Ramard. 3 points peut-être ou 3 questions qui me viennent tout de suite à l'esprit en vous écoutant. Concrètement, qu'est-ce que fait un maire d'une petite commune dans le domaine de la transition énergétique? C'est-à-dire est-ce que vous avez des exemples? Mais ça, on verra dans le deuxième tour, mais c'est juste des choses qui viennent à l'esprit. 2, vous avez mentionné plusieurs fois le secteur de l'agriculture. L'agriculture ne compte que pour 3% en termes de consommation d'énergie dans le total. Donc c'est important. Mais il y a d'autres secteurs qui sont aussi très importants, et vous l'avez mentionné, notamment le logement, les bâtiments. Est-ce que c'est pas aussi une des... Alors vous avez soulevé la question du financement, et je pense que d'autres interlocuteurs y reviendront, mais est-ce que cette efficacité énergétique, le fait de transférer sur les individus, les propriétaires ou autres, c'est pas une façon, en quelque sorte, ça coûte cher, mais c'est les propriétaires qui devront s'en occuper, et dans les temps de disette économique, c'est quand même une solution peut-être de facilité. C'est pour le deuxième tour de questions.